Aujourd'hui, j'aimerais commenter cette vidéo qui donne la parole à un avocat qui vient nous expliquer quelle est la procédure à respecter, quelles sont les lois en vigueur quand il s'agit de maisons squattées, donc de résidence principale ou bien de résidence secondaire qui est squattée. Et je trouve cette vidéo très intéressante parce que, alors certes c'est un avocat, normal, hein, il prêche pour sa paroisse, mais il vient de nous expliquer que le droit de propriété déjà protège les propriétaires et non les squatteurs. Et visiblement, vraiment dans un cas concret, ça protège beaucoup plus les squatteurs que les propriétaires. Mais bref, ça on y reviendra juste après. Mais c'est intéressant parce qu'il en parle d'un point de vue totalement, comment je pourrais dire, totalement détaché, en expliquant que c'est presque un non-événement d'avoir un bien qui est squatté. Et c'est intéressant parce que lorsqu'il en parle, on dirait vraiment que il n'y a pas de charge mentale, de charge émotionnelle, de charge financière. Moi, personnellement, pour bien connaître le dossier, et quand je dis bien connaître le dossier, je parle de membres de ma famille qui ont déjà été victimes de squat, donc en l'occurrence, je sais très bien de quoi je parle. Et là, lui, quand il en parle, c'est marrant parce que il vient nous expliquer que oui, bah on peut se faire squatter, mais c'est pas grave, il y a des procédures, et puis au terme de la procédure, de toute façon, la personne sera expulsée, donc voilà, c'est très bien. Oui, sauf que la personne omet de dire que derrière, il y a une certaine, comme je disais, charge mentale qui va s'impliquer, charge émotionnelle, et il y a également la charge financière. On va être obligé d'engendrer des frais d'huissier, des frais d'avocat, donc des frais de justice, hein, pour faire plus simple, plein de choses, tout en continuant bien sûr de payer le crédit, et si c'est par exemple du locatif, en ayant par exemple du coup un loyer qui ne rentre pas, donc c'est de l'argent qu'on doit sortir directement de notre poche, et cet argent en fait c'est de l'argent qu'on a économisé. Donc c'est intéressant de voir comment cette personne en parle. Donc je commenterai en fait la vidéo au fur et à mesure qu'elle se déroulera. Donc je vous propose sans plus attendre d'écouter ce que cette personne a à nous dire. Le droit de propriété ne protège pas les squatteurs. Le droit de propriété, la loi vous dit qu'il faut une autorisation de justice pour expulser quelqu'un du logement qu'il habite. Bon, déjà l'intro elle est très intéressante parce que il vient dire que donc la loi ne protège pas les squatteurs, elle protège plutôt les propriétaires, parce qu'il nous faut une décision de justice pour expulser de quelqu'un d'un endroit où il habite. Oui, sauf que si c'est une personne qui squatte, la personne déjà n'a pas de droit de propriété en fait dans le logement concerné. Donc c'est assez ambigu. Quand on vient se dire, bah oui, mais la personne habite là, donc oui, il faut une décision de justice, bah oui, mais en fait, il squatte. Donc normalement, on devrait pouvoir le mettre dehors directement. Enfin bref, on continue. Non, le droit protège les propriétaires. Il y a encore en France le droit de propriété qui donc est sanctionné par les tribunaux. Et dès lors qu'il y a une atteinte au droit de propriété, le propriétaire peut saisir le tribunal pour obtenir l'expulsion. Donc Oui, sauf qu'il oublie de mentionner que lorsque l'on saisit le tribunal, il y a toute une procédure de justice qui va se mettre en place, et ça va être très long. En général, hein, on parle de 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans, pour réussir à expulser quelqu'un. Et encore, là, il parle pas de s'il y a des enfants ou qui ou quoi. Donc quand il parle de droit de propriété, non, qui protège seulement les propriétaires et non les squatteurs, là-dessus, non, je peux pas l'entendre, c'est pas possible. Ça protège les squatteurs, ni plus ni moins. Et d'autant plus si, par exemple, on est en période de trêve hivernale. 99% des cas similaires à ce cas-là, les propriétaires obtiendront gain de cause. Le problème... Oui, les propriétaires obtiendront gain de cause, mais sous combien de temps ? Et encore, obtiendront gain de cause... Attention, parce que si dans la procédure, malheureusement, on a fait quelque chose qu'il fallait pas, ça peut nous être reproché, et les personnes qui squattent peuvent très bien porter plainte contre nous, personnes qui sont squattées. C'est déjà arrivé plus d'une fois, il y a plusieurs jurisprudences, justement, qui viennent attester ce que je dis. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre entre 6 mois et 3 ans. Ah si, finalement, il dit entre 6 mois et 3 ans.
En général, en moyenne, il faut compter un an et demi pour expulser des squatteurs. Pareil, un an et demi, mais ça, c'est si ce sont des personnes standards, mais s'il y a des enfants, là, ça va être beaucoup plus compliqué. La personne est entrée dans les lieux de façon licite et qu'elle s'est fait escroquer par quelqu'un d'autre qui s'est fait passer pour le véritable propriétaire. Dans ces conditions, il est normal, à mon sens, qu'il faille une décision de justice, qu'un juge se prononce sur la situation et dise oui ou non, on peut expulser cette personne. Oui, mais encore une fois, il y a quelque chose qui est oublié là, dans ce qu'il dit. Alors certes, la personne qui veut louer un logement, par exemple, peut se faire escroquer. La personne vient lui apporter des faux papiers, faux titres de propriété, tout ça, en lui disant « je vous loue mon bien », en réalité c'est pas du tout son bien, c'est le nôtre. Mais sauf qu'on nommait un élément quand même dans cette histoire. C'est la personne qui a son bien qui est squatté. Parce que elle, en attendant, elle va dormir où, si c'est sa résidence principale? Elle va dormir dans sa voiture, elle va dormir à la rue, ça va se passer comment? Et ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on nommait. Alors volontairement ou pas, j'en sais rien. Comme je dis, c'est un avocat, il prêche pour sa paroisse, mais quand même. Avant d'être propriétaire, la seule chose qu'il faut faire, c'est évidemment visiter le bien quelques heures, voire quelques minutes avant de signer, bien sûr. Oui, mais ça, on est d'accord. Il faut visiter avant de signer. Bon, on a vu pendant la période Covid, c'était souvent le cas avec des Parisiens qui achetaient des biens sans les visiter. Il y a eu d'ailleurs plusieurs histoires de squats, de trucs comme ça, parce que les personnes n'ont pas visité, hein, ils ont juste acheté sur annonce. Et bon, globalement, de toute façon, les personnes vont visiter à chaque fois. Une fois que vous êtes propriétaire, pour éviter d'être squatté, il faut mettre un système d'alarme, il faut visiter régulièrement le bien. Un système d'alarme, ça a un coût. Visiter régulièrement le bien, oui, ça, évidemment, c'est logique. Il faut, vous pouvez, dans les cas extrêmes, si un bien a été squatté et que vous venez de faire expulser les occupants, vous pouvez mettre une porte anti-squat. Il y a des sociétés spécialisées qui... Bon, alors là, quand il parle des portes anti-squat, les fameuses portes anti-squat qui ne servent absolument à rien. Parce que il y a plusieurs études qui ont prouvé que ça ne servait absolument à rien. Ça coûte une blinde. Des personnes en ont fait installer et ils sont quand même fait squatter. Donc là-dessus, ouais, certes, aux yeux de l'assurance, tout ça, oui, il y avait une porte anti-squat. Mais c'est tout, ça ne va pas empêcher le bien d'être squatté. Et puis de toute façon, même si après les assurances, tout ça, reconnaissent qu'il y a une porte anti-squat, que la personne l'a volontairement dégradée pour rentrer dans les lieux, ça n'empêchera pas, comme je dis, que la personne sera à l'intérieur. La personne sera dans les lieux. Donc elle n'en a rien à faire, en fait, la personne. Ça va rien changer, à la procédure, du moins. Ils vous louent des portes anti-squat, et voilà, mais à part visiter régulièrement le bien et mettre un système d'alarme, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, par contre, je suis d'accord avec lui. S'il y a une personne qui veut squatter ton bien, à moins que tu le guettes H24, ça va être très compliqué d'être toujours à l'affût et d'empêcher si quelqu'un veut squatter. Bon, après c'est sûr que s'il y a toujours de l'activité et tout ça, normalement tu devras avoir beaucoup moins de chances de te faire squatter plutôt que si c'est un bien qui est à l'abandon. C'est pas vraiment une règle qui vous dit que dans les 48 heures vous pouvez expulser. En fait, c'est que lorsqu'une infraction est commise, notamment l'entrée dans les lieux par effraction, c'est une dégradation de bien d'autrui. Si c'est pas encore votre domicile, ce qui était le cas dans l'affaire, c'est pas une violation de domicile, les lieux sont vides. C'est une entrée dans les lieux par effraction. C'est une infraction instantanée. Et ouais, une fois de plus, on joue sur les mots. Ah non, c'est pas une effraction, c'est une entrée non autorisée. Ah, on joue sur les mots. T'es rentré sur une propriété privée. Donc voilà, c'est de la violation de propriété privée, ni plus ni moins. C'est une infraction. Dans les 48 heures de la commission d'une infraction, les officiers de police ont des pouvoirs étendus dans le cadre de ce qu'on appelle l'enquête de flagrance et ils peuvent expulser eux-mêmes les occupants. En gros, les occupants ne sont pas encore chez eux. Au-delà, ils peuvent expulser, sauf que souvent déjà, moi je le vois par exemple sur ma ville, hein, c'est simple, on appelle les flics, ah oui mais on est en sous-effectif, on peut pas se déplacer. Personnellement, je connais très bien le monde du HLM, donc là-dessus on sait comment ça se passe, parce que y a beaucoup de personnes autour de moi qui bossent dedans, et quand il y a des problèmes de voisinage, de trucs comme ça, que les gens appellent les flics, c'est ah oui mais non, on n'a pas assez d'effectifs, on peut pas vous envoyer quelqu'un, on n'a qu'une seule voiture, on n'a pas ci, on n'a pas ça.
Donc là, en fait, ça va être la même chose. S'il y a un squat, il faut que les flics se déplacent et constatent l'infraction. Donc, en l'occurrence, s'ils n'ont pas assez d'effectifs, s'ils n'ont pas envie de se déplacer, ils ne vont pas venir. Et le délai de 48 heures, ça va être très dur de le faire respecter. Après, il y a toujours la variable que j'ai expliquée tout à l'heure, qui était s'il y a des enfants. S'il y a des enfants, pareil, les flics vont refuser d'expulser. C'est toujours la même chose, c'est toujours comme ça. S'il y a des enfants, il y a un risque que les médias soient alertés ou qui ou quoi, et on va dire oui, les flics ont expulsé une pauvre famille qui n'avait rien demandé avec des enfants. Donc les flics, à chaque fois, ils ont peur de se faire taper sur les doigts, normal. Et donc, s'il y a des enfants, ils n'expulseront pas. C'est bien connu, on sait, c'est comme ça. Et d'ailleurs, les squatteurs le savent très bien aussi. 48 heures, les occupants sont chez eux, la police ne peut pas les expulser. Et le propriétaire ne peut pas se faire justice à lui-même et ne peut pas expulser les occupants. Il est obligé de demander l'autorisation à un juge. Oui, parce que quand il parle de ça, c'est toujours la même chose, hein, pareil. C'est si on les dégage nous-mêmes, c'est nous qui allons être incriminés. Ça, c'est pas mal. Le mec, je sais pas, va aux États-Unis, va en fait dans n'importe quel pays. Le mec rentre chez toi, tu le chopes, tu le dérouilles, tu le balances, personne va aller se plaindre et les flics, ils vont dire c'est très bien monsieur, continuez comme ça. Il n'y a que chez nous, en France, là, où on vient nous expliquer que ah non, le mec est rentré, il faut le laisser faire. Il y a eu une histoire, là, il y a encore pas longtemps, où le mec rentre pour voler chez des gens, le propriétaire le chope, le séquestre, hein, parce que c'est le terme qui a été retenu, il l'a empêché de repartir, il a appelé les flics, le mec s'est fait embarquer, parce que justement, il a séquestré le mec qui était rentré chez lui. Et le pire, c'est qu'il prend plus cher, bon, c'est du sursis certes, mais dans les faits, il prend quand même plus cher que le mec qui était venu pour cambrioler. Ça, c'est quand même le monde à l'envers. Bah là, c'est la même chose. Le premier réflexe est bien sûr d'appeler la police et d'essayer de les convaincre que les occupants sont rentrés dans les lieux depuis moins de 48 heures pour obtenir une expulsion par les forces de l'ordre. L'autre réflexe, en cas de squat de sa résidence. Alors ça, pareil, bon courage pour prouver que ça fait moins de 24 heures qu'ils sont dans l'état des lieux, hein, parce que je pense pas qu'on est là toute la journée, on n'est pas des influenceurs à se filmer, tout ça, machin, en train de faire mille et un trucs pour prouver qu'on était bien dans les lieux, que c'était pas occupé, etc., etc. Donc ça, pareil, bon courage. Résidence. Et tout de suite, en plus d'appeler la police, de faire constater par un huissier l'existence de traces d'effraction. La preuve de l'entrée dans les lieux par effraction pourra être utile auprès des forces de l'ordre pour démontrer l'entrée. Pareil, entrée par effraction. Ça, c'est très intéressant, parce que je sais pas comment ça se passe, hein, vous pourrez peut-être d'ailleurs me le dire dans les commentaires, peut-être que vous avez déjà été confronté à ça, c'est la même chose avec les voitures. Si par exemple on a de la domotique chez nous, et que la porte d'entrée est contrôlée par de la domotique, le mec arrive à rentrer dans le réseau et ouvrir la porte. Et rentrer dans les lieux. C'est la même chose, comme je disais, avec les voitures, où ils arrivent à ouvrir à distance et voler le véhicule. Là, je sais pas comment ça se passe, parce qu'il n'y a pas de traces en fait, d'effraction. Le mec a réussi à bypass le réseau, a réussi à s'introduire à l'intérieur, et dans tous les sens du terme, en fait. Donc, je sais pas comment ça se passe quand c'est comme ça. Parce que là, il n'y a pas de traces d'effraction. Entrer dans les lieux par effraction, mais également dans le cadre de la procédure judiciaire pour solliciter la suppression de la trêve hivernale. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que les forces de l'ordre... On en revient toujours au même. S'il y a des enfants, suppression de la trêve hivernale, ça va être compliqué. Déjà, suppression de la trêve hivernale tout court, c'est très compliqué. Alors s'il y a des gosses, là, c'est même pas la peine. Et puis, ça sera pas 3 ans la procédure, ça sera bien plus long. Même quand ça fait moins de 48 heures, j'ai vu des cas, elles sont très prudentes et elles veulent pas expulser les occupants, surtout si les occupants présentent des documents qui sont de nature à démontrer qu'elles ont un titre de propriété. Voilà, ça pareil, ça c'est quelque chose... Si les personnes disent non mais nous on loue le bien, regardez les papiers machin, donc en gros c'est-à-dire que je me présente avec des faux papiers et puis c'est bon, je suis tranquille. Mais là en l'occurrence les personnes se présentent avec des faux papiers, puis c'est bon, les flics ils disent non on peut pas, on va pas expulser machin. Et puis nous pour prouver qu'on est bien propriétaire, souvent les papiers bien sûr ils sont dans la maison. Donc s'ils sont dans la maison et qu'on ne peut pas rentrer dans la maison, comment on fait pour les récupérer ? Ça, c'est pas mal aussi. Parce qu'on va appeler le notaire, il nous faudrait les papiers, machin. Bon, déjà, faut qu'il réponde tout de suite, faut qu'il soit dispo, faut pas que ce soit le week-end. Ça fait quand même beaucoup de conditions, je trouve.
un bail, etc. Ils vont pas essayer de chercher si le bail est faux ou pas faux, ils vont dire au propriétaire, il faut que vous saisissiez un juge. Il faut bien distinguer deux cas. Le cas où le bien était vide de toute occupation, par exemple vous venez de l'acheter, ou le cas où le bien était votre résidence principale ou secondaire. Dans ce second cas, il y a une procédure qui est possible sans passer par une décision de justice, qui est de saisir directement la préfecture, le préfet, pour obtenir une expulsion dans la semaine. Le problème, c'est que cette procédure est très peu appliquée et que souvent la préfecture va trouver des failles, le texte étant assez imprécis, pour refuser d'expulser. Et là, il va falloir... D'accord, alors je trouve quand même que c'est très intéressant parce que depuis tout à l'heure, le mec nous expliquait que le droit de propriété protégeait parfaitement les propriétaires et non les squatteurs. Et là, il est en train de nous expliquer le contraire, qu'il y a plein de failles dans la loi, il y a plein de trucs qui vont pas au niveau du droit à la propriété, et qu'au final, ce sont les propriétaires qui sont mis en porte-à-faux. Donc, c'est quand même pas mal ça. Il commence avec une version, il finit avec une autre. À un moment, faut se mettre d'accord, mon garçon. À nouveau, se présenter devant le juge pour obtenir une décision de justice. La procédure rapide de... Oui, voilà. En plus, si la préfecture refuse, il faut dans tous les cas aller devant le juge. Donc, ça prendra X années. Devant le préfet pour obtenir en une semaine l'expulsion sans passer par la justice nécessite en amont que vous prouviez que le propriétaire démontre l'entrée dans les lieux par effraction, la voie de fait. Et souvent, malheureusement, ce n'est pas démontrable, tout simplement parce que soit il n'y a pas eu d'effraction, soit les traces d'effraction ont été supprimées. Oui, ça, les traces d'effraction, pareil, parce que si le mec, par exemple, pète le barillet ou qui ou quoi, et qui change, du coup, qui fait changer la serrure, il n'y a plus de traces en fait qu'il y a eu une effraction. Il y a juste la serrure qui a été changée. Donc tout ça, je trouve que c'est quand même... c'est quand même cocasse l'histoire. Enfin bref, moi je trouve que c'est du gros n'importe quoi. On vient nous expliquer des choses et après on vient nous donner tout le contraire en nous expliquant oui mais vous comprenez c'est compliqué, il y a la trêve hivernale, il y a des failles, s'ils ont des enfants, machin, c'est pas de leur faute, ils vont pas rester à la rue, machin. Bah oui mais moi la maison je la paye, j'ai des traites dessus. Ça se passe comment ça on en a rien à cirer. Parce que là, toute la durée en fait de la vidéo, tout le temps où ce mec a parlé, il a quand même bien parlé des squatteurs et tout ça, mais pour le propriétaire, il n'a pas expliqué comment on faisait pour continuer en fait de payer les traites, de payer la taxe foncière, tout ça. Parce que oui, le mec rentre dans les lieux, il fait ouvrir des compteurs machin à son nom, des abonnements à son nom. Par contre, la taxe foncière, ça, on continue de la payer. Les traites, on continue de les payer. Ça, c'est quand même pas mal. C'est deux poids, deux mesures. Il y a des choses, mais pas les autres. Donc ça, non, ça c'est absolument dégueulasse. Et c'est pour ça que moi, je me tue à le dire, mais le droit à la propriété en France... Non, c'est pas le droit à la propriété. C'est plutôt la propriété privée en France n'existe pas. Elle n'existe plus, du moins. Parce que ça, si ça arrive à l'un d'entre nous, personne n'en a rien à cirer. Hein. Et puis le juge, ouais, mais vous comprenez, il y a des dossiers, regardez, j'en ai beaucoup à traiter. Par contre, si ça arrive à un magistrat ou qui ou quoi, ah bah là, ça va être réglé dans la semaine. Hein. Si ça arrive à l'un de nos gouvernants ou qui ou quoi, pareil, réglé dans la semaine. Mais nous, par contre, non, on va se faire foutre. Et puis, si on fait quoi que ce soit, on va nous expliquer qu'on est des fascistes, qu'on est ci, qu'on est ça. Putain, c'est des trucs, en fait, ça, c'est des décennies de lois... Je vais être vulgaire, mais des décennies de lois à la con faites par des socialos, et c'est clairement du communisme, hein, ni plus ni moins. Quand il n'y a plus de propriété privée, ça s'appelle du communisme. Et nous, en fait, on en paye les pots cassés des années après, et personne n'en a rien à faire. Et le pire, c'est que lorsque les gens se font squatter un bien, parce que ça, ceux qui se font squatter un bien et qui après viennent dire non mais je fais confiance à la justice et la justice va m'aider, je vais récupérer mon bien. Non, mec, c'est que t'as rien compris, tu fais encore trop confiance au système, donc c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Honnêtement, moi un truc comme ça m'arrive, je prends une équipe, ça dégage direct en fait. Tu les expulses à la Corse, là, comme on avait vu la vidéo où l'autre il avait balancé un essaim d'abeilles dans la baraque. Ah, ça va sortir par les fenêtres, ça va sortir partout, ça va être tranquille. Hein. Et c'est pour ça, je pense que
tant que je serai en France, je ne ferai absolument pas de location longue durée. Je vais rester en fait dans mon activité de location courte durée haut de gamme, parce qu'honnêtement, on a quand même beaucoup moins de problèmes. Parce qu'on est dans des endroits en général assez fréquentés ou on n'est pas trop dans des endroits excentrés, parce qu'on est dans les hypercentres et tout, donc niveau squat, on va dire, c'est un petit peu plus limité. S'il y a des personnes qui viennent réserver, qui se disent après je vais squatter, machin, bon, il y a quand même un certain billet à l'entrée, parce que on est quand même sur des nuits à 200, 300 balles. Donc, il y a quand même une certaine sélection par l'argent qui se fait, et globalement, on est quand même beaucoup moins emmerdé. On a aussi automatiquement des grosses rentrées d'argent, donc si on a des grosses rentrées d'argent, quand je parle de grosses rentrées d'argent, moi je parle de sommes à 5-6 000 tous les mois, facile. Donc avec des grosses rentrées d'argent comme ça, ça nous permet de voir venir. Et même si demain, par exemple, sur les biens que j'ai, si je devais en avoir un où j'étais emmerdé avec un squat ou un truc comme ça, bon, j'ai déjà donné ma méthode, mais dans le pire des cas, je pourrais quand même continuer de payer les mensualités, je pourrais payer tout ça, parce que j'aurai plusieurs années d'avance. Donc avec plusieurs années d'avance, j'ai le temps de voir venir, et globalement, ça devrait pas trop mal se passer. Après, le seul truc, et ça, pareil, ils ont omis d'en parler dans la vidéo, c'est que je sais pas, il doit y avoir, je pense, un code de conduite des squatteurs. C'est toujours comme ça, hein, c'est on casse tout. Je sais pas, moi par exemple, je suis chez moi, je passe d'une pièce à l'autre. J'ai une porte à fermer, je prends la porte, je la ferme. Comment il y en a, ils arrivent à déglinguer la porte ? Comment ils font ? Et quand je dis déglinguer la porte, moi j'ai pu voir des trucs parfois, là en l'occurrence pour les membres de ma famille, la porte, elle tenait plus debout. Elle était éventrée, machin. C'est une porte intérieure. C'est pas la porte d'entrée ou quoi, c'est une porte intérieure. Comment les mecs font ? Parce que, je sais pas, il doit y avoir un code de conduite, faut chier sur les murs, faut casser des portes, faut péter les carreaux. Je sais pas. Franchement, quand je vois des trucs, mais je me dis, mais si demain je devais squatter un logement, justement, je me fais tout petit et je vais pas commencer à tout casser, machin. Parce que normalement, ça devrait être des circonstances aggravantes. Parce que là, non, il y a des 8-6 partout, l'autre, il pisse par terre, il casse tout. Et... Non. Parce que quand tu récupères ton bien, t'as un paquet de travaux à faire. Hein. Là, tu vas pas récupérer ton bien et puis hop, tout se passe tranquille. Non. Là, tout est mort à l'intérieur. Hein. T'as plus qu'à tout raser, tout refaire. Bref, comme d'habitude, si tu veux en savoir plus sur ma manière de procéder, ma manière d'investir, tu trouveras dans la description de la vidéo un e-book où je t'explique un peu comment je fonctionne. Tu trouveras également dans le commentaire épinglé de la vidéo un lien pour réserver un appel avec moi. Je te ferai un audit de 45 minutes, 1 heure pour t'expliquer ce que je fais, comment ça fonctionne. Si tu as des questions, si tu as un projet en cours, n'hésite surtout pas. Donne également ton avis sur tout ce que j'ai pu dire et sur ce que dit cet avocat dans la partie commentaire de la vidéo, ça me fera très plaisir et ça aide pour le référencement. Lâche également le petit like et l'abonnement. Je rush désormais les 1000 abonnés, donc on est déjà à 60% du chemin. Et je te dis à plus, salut!